Le narcissisme. Quand on entend ce mot, on pense tout de suite à la vanité, à l'égoïsme. On voit ça comme une sorte de défaut moral, non? Mais et si c'était bien plus que ça? Et si, en réalité, c'était une structure de survie incroyablement sophistiquée? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Voilà, la question est posée. Alors, essayons d'oublier un instant la caricature, l'image d'Épinal. L'idée qu'on va vraiment décortiquer ici, c'est que le narcissisme offense n'est pas une perversion, c'est une solution. Une solution adaptative à un problème qui, dans l'enfance, semblait complètement insoluble. C'est une véritable réorganisation psychique mise en place pour une seule raison, ne pas s'effondrer. Ok, alors allons-y, plongeons dans cette idée. Ce fameux faux self narcissique, ce n'est pas juste un masque qu'on mettrait le matin et qu'on enlèverait le soir. Non, pas du tout. Il faut vraiment l'imaginer comme un système d'exploitation complet, un OS qui redéfinit toute l'organisation du rapport au réel. C'est une nouvelle manière de percevoir, de ressentir, d'interagir, et tout ça, c'est construit pour une unique et seule raison, survivre. Et ça, c'est vraiment la thèse centrale. Imaginez, face à une contradiction, un conflit intérieur absolument insoutenable pendant l'enfance, cette structure psychique se met en place et elle se stabilise. Elle devient une solution stable, fonctionnelle, qui protège la personne d'un chaos interne total. Donc ce n'est pas du tout une faiblesse. Au contraire, c'est une construction de défense et elle est redoutablement efficace. Bon alors, la question c'est, comment est-ce qu'on en arrive là? Eh bien, tout commence très très tôt. À un carrefour du développement, à un moment clé où deux besoins absolument fondamentaux vont entrer en collision frontale. C'est ce conflit originel, ce dilemme qui va forcer la psyché à apprendre une autre voie, une voie alternative. Et le dilemme, il est terrible. Vraiment, pensez-y. D'un côté, il y a ce besoin vital, absolu, de connexion, d'amour pour survivre. C'est la base. Et de l'autre, il y a un message, implicite ou explicite, qui dit en substance « Pour que je t'aime, tu ne dois pas être toi-même ». L'authenticité, le simple fait d'être soi, met en danger l'attachement. C'est une équation qui est tout simplement impossible à résoudre sainement. Et donc, on voit bien ici les deux chemins qui se dessinent. D'un côté, la voie saine, le soi apprend à se fier à ses propres ressentis, à ses expériences internes. Il devient son propre point de référence. Mais de l'autre côté, sur la voie narcissique, eh bien comme l'expérience interne a été jugée dangereuse, le soi doit se déconnecter de lui-même. Il est obligé de se construire en référence à l'autre. Il devient, comme on dit, hétéro-référencé. Et là, on passe à la mécanique cérébrale, parce que ce changement, ce n'est pas juste une idée en l'air, non. Ça a une base neurocognitive bien réelle. Le cerveau, pour résoudre ce dilemme impossible, va faire quelque chose d'assez fou. Il va littéralement détourner certains de ses réseaux les plus importants de leur fonction première. Alors voilà les zones cérébrales en question. On peut voir ça comme le réseau du soi. Normalement, en temps normal, c'est ce réseau qui nous permet de construire notre identité, de traiter nos émotions, bref, de savoir qui on est. C'est un peu le centre de commande de notre expérience subjective, si on veut. Et c'est là qu'intervient le détournement conceptuel, le pivot décisif. Au lieu d'utiliser ces réseaux ultra puissants pour se comprendre soi-même, le cerveau les réaffecte. Il leur donne une nouvelle mission. Et cette mission, c'est lire l'autre, anticiper ses réactions, modéliser son esprit. Toute la machinerie de construction de l'identité est, en gros, mise au service de l'analyse de l'extérieur. Et le résultat de tout ce processus, ça porte un nom. C'est la mentalisation instrumentale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est une compétence de lecture des autres qui devient hyper performante, mais qui est complètement désubjectivée. La personne peut prédire avec une précision redoutable ce que l'autre pense ou ressent, sauf qu'elle a perdu l'accès à ses propres émotions, à sa propre vérité. Le soi n'est plus une subjectivité. Il devient un simulateur relationnel. Bon, on s'en doute, cette architecture cérébrale et psychique, elle a des conséquences énormes, forcément. Si le soi n'est plus autoréférencé, s'il dépend entièrement de l'analyse de l'autre pour exister, alors le monde extérieur change complètement de statut. Ce n'est plus juste un lieu d'interaction, ça devient une nécessité vitale. C'est comme de l'oxygène. Et ça nous amène à la question centrale du comportement narcissique. Pourquoi ce besoin constant, impérieux de contrôler l'autre, de tout rendre prévisible, de maîtriser son entourage? Eh bien la réponse n'est probablement pas celle qu'on imagine spontanément. Pour bien comprendre, on peut utiliser une métaphore qui est très puissante. Le faux self, il fonctionne un peu comme une structure dissipative. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un système qui maintient une cohérence interne, une forme d'ordre, oui, mais qui ne peut pas le faire tout seul. Il a besoin d'aspirer en permanence de l'énergie de l'extérieur, que ce soit de la validation, de l'attention ou même la soumission de l'autre, juste pour ne pas se désintégrer. Et là, on touche au point crucial.
Le besoin de contrôler l'autre, ce n'est pas motivé par le plaisir sadique de dominer. Non, c'est une question d'existence. C'est pour ça qu'on dit que c'est ontologique. Ça veut dire relatif à l'être. Sans ce contrôle sur l'environnement, le système ne reçoit plus l'énergie dont il a besoin et c'est toute la structure du soi qui menace de s'effondrer. Ce n'est pas de la cruauté. C'est une manœuvre de survie, pure et simple. Alors que se passe-t-il quand ce flux d'énergie externe est coupé? Quand l'autre devient imprévisible ou juste autonome? Eh bien, le système s'effondre. Et ça se manifeste de manière assez violente. Une rage narcissique intense, une dépression qui semble complètement vide de sens, une paranoïa aiguë, ou même un véritable effondrement dissociatif. C'est là que la fragilité de toute la structure est exposée au grand jour. Ok, maintenant, mettons toutes les pièces du puzzle ensemble. Parce que ce qu'on a décrit jusqu'ici, ce n'est pas juste une collection d'idées séparées, c'est un modèle cohérent, dynamique, qui explique tout, la genèse, le mécanisme et la maintenance de ce faux self. Donc, pour résumer, voici le modèle complet, en 4 temps. D'abord, à la base de tout, il y a la cause, un contexte d'attachement intrusif ou invalidant. Ensuite, le mécanisme, les réseaux du soi, sont redirigés pour analyser l'autre. Le résultat de ça, c'est le développement d'une mentalisation instrumentale, cette capacité à comprendre les autres, mais pas soi-même. Et enfin, la structure qui en découle, le faux self émerge, une structure dépendante qui a besoin d'une stimulation externe constante, juste pour exister. Ce qui est vraiment puissant, je trouve, avec cette approche, c'est que ce n'est pas juste une théorie de plus. Non, ça fait le pont entre des domaines qu'on a l'habitude de voir séparés. La théorie de l'attachement, le neurodéveloppement, la structure psychique. Tout est connecté. Ça articule vraiment le pourquoi ça arrive, le comment ça se met en place et le quoi, c'est-à-dire la structure qui en résulte. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fascinante et franchement un peu vertigineuse. Si une structure aussi complexe, aussi fonctionnelle que ce faux self peut exister en étant au fond une simulation de l'autre, si les mécanismes même de l'identité peuvent être détournés à ce point, alors ça nous oblige à nous interroger sur la véritable nature de ce qu'on appelle l'identité, le soi.